Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée aujourd'hui à la situation en Libye depuis l'annulation des élections générales du 24 décembre 2021. La Libye ne s'est jamais aussi mal portée, tant sur le plan politique qu'économique. Les élections présidentielles reportées étaient censées offrir aux Libyens une seconde, voire une ultime chance pour s'en sortir et mettre en place les mécanismes juridiques et légaux à même de remettre le train des institutions politiques sur les rails, loin des dissensions et des différents tribaux et régionaux qui minent le pays depuis le déclenchement de la révolution et de l'assassinat de Muammar Kadhafi. Un chaos, une insécurité empêchant la société de prendre son élan. Hélas, rien de tel n'a pu voir le jour et comme si cela ne suffisait pas, le pays se trouve confronté à une situation des plus inédites de son histoire, avec deux premiers ministres, deux têtes pour un corps. Où va la Libye? Quel avenir pour les Libyens? Quel rôle pour l'ONU qui a chapeauté l'opération des élections de 2021 le 2 décembre? Bref, comment ce pays pourra retrouver un ordre normal ou est-ce une utopie? Voilà des questions auxquelles nous tenterons aujourd'hui de répondre avec les experts et analystes qui seront ou qui se joindront aujourd'hui à nous. Nous aurons Mohamed Sibachi, professeur universitaire. Il sera avec nous en visioconférence. Il est professeur universitaire algérien. Et nous aurons également par téléphone M. Rafa Tabib, professeur universitaire et spécialiste des questions internationales, notamment de la question libyenne. M. Rafa Tabib, bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs et à votre invité. Merci beaucoup, Monsieur Arafat Habib. Alors, nous commençons par le commencement. Depuis février dernier, Fathi Bachara est nommé chef du gouvernement par le Parlement de Tobrouk. Depuis, la Libye se retrouve avec deux premiers ministres et deux gouvernements, dirais-je, une situation inédite. Quelle sera, selon vous, la lecture qu'on pourra faire et surtout quel avenir pour ce genre de situation? En fait, elle n'est pas aussi inédite que ça, parce que la Libye a connu aussi deux gouvernements là, qui étaient à Al-Baïda, dans la Cyrénaïque, dans la région est du pays, et il y avait un autre gouvernement à Tripoli qui était reconnu par la communauté internationale. Aujourd'hui, la fragmentation politique, cette forme de division au niveau institutionnel en Libye, elle se vit dans la région occidentale, ça veut dire la région tripolitaine. Et en plus, ça se passe à l'intérieur de la même maison politique, ça veut dire les élites de la ville de Mesrata. Et donc, la division, elle est encore plus profonde cette fois, surtout que Fathi Bashara, qui est un seigneur de la guerre, c'est quelqu'un qui était à la tête des plus puissantes factions et milices armées de la ville de Mesrata, se trouve dans une certaine alliance avec Haftar, qui lui commande l'armée stationnée à l'est. Et nous avons à Tripoli une sorte d'alliance, d'une grande alliance entre des milices qui soutiennent Abdelhamid Dbaïba. Donc la grande fragmentation maintenant, elle n'est plus entre un est et un ouest, elle est pratiquement verticale partout dans le pays et surtout à Tripoli. Et contrairement à toutes les assurances que nous avons des deux parties en conflit, et je suis archi certain que le cessez-le-feu ne va pas pouvoir tenir et qu'il y aura irrémédiablement une attaque de la ville de Tripoli ou du moins de certains quartiers de la capitale afin d'instaurer le nouveau gouvernement de M. Fathi Bashara. En même temps, je dois faire aussi le constat de l'échec total de la mission onusienne. Il faut le reconnaître aujourd'hui, l'ONU n'a absolument pas réussi est parvenu à imposer une taxe Nous allons y revenir justement au rôle de l'ONU, M. Tabib Rafa. Mais disons qu'aujourd'hui que la Libye se retrouve dans cette situation qui n'a rien de conventionnel, comment
allons-nous, ou comment la Libye va-t-elle s'en sortir, d'autant plus que et les uns et les autres campent sur leur position. Aussi bien Bachara, qui se dit donc élu ou nommé par ses pairs, avec la bénédiction de Salah Aguila, que Dbeibah, qui dit ne pas reconnaître ce gouvernement et que de toute façon, il faut aller vers des élections pour le défaire. Alors, la réponse, on la trouve où finalement? Alors, les deux partis n'ont aucune légitimité. Soyons clairs. Le Parlement dont on parle a été élu en 2014. Ça fait 8 ans. Ça veut dire il devrait y avoir au moins 2 élections successives à la suite du choix de ces élus. Donc, il n'y a pas de légitimité aucune pour les deux partis, sachant pertinemment que Abdelhamid Dbeibah n'est pas venu grâce à des élections, il est venu grâce à une sorte de cooptage qui a été fait par l'ONU et par Stéphanie Williams. Donc, les deux partis n'ont aucune légitimité. Et ces deux partis, justement, se sont refusés à ce qu'il y ait une reconstruction des institutions et surtout des légitimités en Libye. Toutes les deux parties n'ont pas œuvrer pour qu'il y ait une tenue des élections qui aurait pu nous donner un parlement et un président en Libye. Donc, personne ne peut nous parler de légitimité. Et je crois que la légitimité, ça va être les armes qui vont l'imposer. Mais ce qui fait peur dans tout ça, c'est que maintenant, toutes les parties au niveau régional et même au niveau international vont devoir traiter avec l'une ou l'autre des parties. Oui, alors comment vont-ils faire justement? Comment vont-ils faire pour ne pas avoir l'air de... Ça va encore plus diviser la région parce qu'il va y avoir des gens qui vont soutenir Dbeibah, surtout les pays qui ont participé aux différentes phases de réconciliation de guillemets entre les partis bien avant 2021 et les partis qui soutiennent le Parlement. Et qu'on le veuille ou pas maintenant, un vrai débat va s'instaurer pour qu'il y ait une unification, du moins des partis actives qui sont des acteurs dans le conflit libyen. Je parle essentiellement des pays limitrophes de la Libye qui devraient maintenant, à mon avis, non seulement prendre une position unifiée, mais en plus pousser à ce qu'il y ait de vraies élections. Parce que, rendez-vous compte, madame, c'est que maintenant, ils sont en train de se battre pour nommer qui sera le Premier ministre ou le chef de gouvernement à Tripoli, mais on ne parle pratiquement pas du tout, mais alors là, aucunement, d'une date pour la tenue des élections. Oui, alors il semblerait, M. Arafat Habib, que cette date des élections, que les élections même ont été complètement occultées, oubliées et mises de côté, et que, si vous voulez, les velléités du pouvoir ont pris le dessus. Alors, dans ces cas-là, comme vous le disiez tout à l'heure, et je tiens absolument à revenir sur cet aspect, comment vont faire, si vous voulez, les interlocuteurs internationaux, s'ils veulent vraiment dialoguer ou négocier ou même discuter avec des autorités libyennes? Est-ce qu'ils vont s'adresser au gouvernement de Dbeibah? Vont-ils s'adresser à celui de Bachara? Ou resteront-ils au milieu? Et dans ces cas-là, c'est une position qui n'est pas du tout très, très confortable. Ah, aucunement, bien sûr, surtout pour les pays qui ont de réels intérêts, je parle au niveau de la sécurité régionale. Voyez-vous la Tunisie ou l'Algérie, comment ils vont faire maintenant pour négocier des situations qui sont explosives à nos frontières. On le dit parfois de manière comme ça en sourdine, mais ce qui se passe à nos frontières, et c'est quelque chose qui est devenu maintenant intenable pour les deux armées. On est pratiquement l'une des rares régions au monde où d'un côté, vers l'ouest, vous avez des armées organisées, comme en Algérie et en Tunisie, et de l'autre côté, nous avons une ribambelle de milices dont on ne connaît même pas quelles sont les obédiences. Donc il va falloir soit attendre la semaine prochaine, ça veut dire la fin des négociations qui sont en train de se passer ici dans un hôtel à Tunis, dans l'anonymat le plus total, sous l'égide de l'ONU, et par la suite, il va y avoir, à mon avis, un coup de force à Tripoli pour l'entrée de Bachar à Tripoli, ou bien il va y avoir une sorte d'accord entre les différentes grandes familles et les élites de Misrata pour
comment dire, revoir un peu la composition du gouvernement et peut-être avoir un gouvernement à deux têtes. Il y a toujours une possibilité de trouver une solution, mais la vraie question aujourd'hui, si le cessez-le-feu n'est plus respecté en Libye, et c'est la seule comment dire, la seule donne sur laquelle on peut évaluer la situation politique en Libye, si le cessez-le-feu ne résiste pas, eh bien nous aurons dans cette situation de crise mondiale une véritable opération de déstabilisation de l'ensemble de la région. Alors, nous assistons, Monsieur Rafah Tabib, à un véritable imbroglio politique, qui semble avoir du mal à être désamorcé. Alors, on parle de plus en plus, comme vous le disiez, de négociations, de peut-être discussions. Alors, pourquoi avoir créé ce genre de situation pour ensuite venir discuter sur les modalités de sa dissolution ou d'une solution, par exemple? Parce qu'on passe sous silence le véritable défi. On voudrait que la question des élections soit totalement oubliée en Libye. Pour quelle raison, M. Rafah Tabib, excusez-moi, mais pour quelle raison voudrait-on oublier complètement cette question d'élection? J'y viens, madame. Oui. Vers la fin de la première semaine, début de la deuxième semaine du mois de décembre 2021, juste quelques jours avant les élections, il y a eu un sondage qui a été réalisé par des ambassades occidentales en Libye. Et les résultats qui sont sortis ont vraiment montré que la dynamique électorale, elle va totalement à l'encontre du personnel politique que nous avons aujourd'hui en Libye. Ni Fathi Bashar, ni Dbaïba, ni personne ne figure dans les principales têtes du sondage. Et là, les Américains, surtout les Américains, se sont rendus compte que des élections en Libye dans cette situation-là, ça va amener des gens qui ne sont pas nécessairement les amis de la Libye, ni de l'Occident. Et donc, il y a eu un accord, non seulement à l'intérieur des seigneurs de la guerre en Libye, mais aussi avec des représentants des puissances occidentales. N'oublions pas, la Libye, c'est pas un pays qui connaît une souveraineté normale. C'est un pays qui est occupé maintenant avec des dizaines de milliers de mercenaires, de miliciens, etc. Et donc, il y a eu une décision d'arrêter le cours des élections et d'arrêter ce processus électoral. Et maintenant, toutes les parties qui sont en train de gérer ce conflit sur la représentativité et la légitimité, en fait, elles sont toutes d'accord sur le fait qu'il ne faut jamais tenir d'élections dans un avenir proche. Alors, on lance des dates, genre décembre prochain, dans 14 mois, etc. Tout ça ne rime qu'à une seule chose, c'est qu'il n'y ait pas de reconstruction des légitimités en Libye et des institutions. Et que les seigneurs de la guerre qui géraient les milices doivent maintenant gérer les ministères. C'est exactement la chose sur laquelle tout le monde est d'accord en Libye. Oui. Alors, si je veux bien croire et comprendre ce que vous dites, cela nous laisse très très peu d'espoir de voir la situation politique se régler sur le terrain. Je me tourne vers vous, Monsieur Sibachir, qui venait donc de nous rejoindre par visioconférence. Monsieur Sibachir, alors aujourd'hui, la Libye se retrouve avec deux Premier ministre, deux gouvernements et une situation très conflictuelle, je dirais très imbriquée sur le plan politique. Selon vous, quelle issue serait-elle qu'on peut entrevoir plus ou moins? Bonsoir, merci pour l'invitation. Je crois que votre invité a bien résumé la situation en Libye. La dynamique électorale voulue pour résoudre le conflit en Libye ne sied pas aux intérêts des belligérants, les seigneurs de la guerre, et c'est pour ça qu'ils ont créé cette situation qui nous replace au même point de départ, c'est-à-dire on avait deux parlements, maintenant on a
deux gouvernements. Ce qui est bizarre, c'est que même les personnes, le personnel politique qui était avec la solution prônée par la Turquie, l'Algérie, l'Est libyen, sont maintenant avec le général, le maréchal Haftar, et avec les mêmes seigneurs qui ont essayé d'embraser la Libye. Le devenir de la Libye maintenant est une inconnue. On ne sait pas où va la Libye, notamment avec ce qui se passe en Méditerranée occidentale, au Maghreb. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que tous les intérêts se focalisent sur deux choses. Le projet de reconstruction de la Libye, qui va l'avoir? On sait que la période post-Covid et avec tous les problèmes économiques, la récession que connaît l'Europe, l'Occident en général, ils veulent avoir un projet de quelques milliards, quelques centaines de milliards de dollars pour reconstruire la Libye. Et on n'oublie pas que la Libye croule sous des gisements riches en pétrole et en gaz. On veut avoir ces gisements. Et c'est pour ça que si on n'a pas une solution pour pacifier la Libye, mais qui ne s'y est pas aux différents seigneurs de guerre, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On embrasse de nouveau la Libye en la mettant dans une dynamique d'inconnu au lieu de suivre la dynamique électorale qui pouvait replacer la Libye dans un horizon de paix et de résolution du conflit. On revient, comme je l'ai dit, au même point de départ qu'en 2014, en 2015, jusqu'à 2018. Oui. Alors, Monsieur Rafat Habib, vous venez d'écouter ce que vient de dire Monsieur Sibachir. Je reformule d'une manière un peu différente ma question qui consiste justement à la non-reconnaissance par Dbeïba du gouvernement de Béchara. Mais Dbeïba exige l'écriture de la Constitution. Alors, soyons clairs, l'écriture de la Constitution va demander beaucoup de temps et le temps ne joue pas en faveur de la Libye. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est une demande qui est préméditée justement pour éloigner la date électorale le plus loin possible? Ah ben oui, c'est manifeste. Écoutez, parmi les élections qu'il y a eu en Libye, juste après l'effondrement de la Jamahiria en 2012, il y a eu les élections de ce qu'on appelle le comité des 60, ça veut dire le comité qui devait écrire, rédiger la Constitution. Oui. Et donc, depuis 2012, on est maintenant 10 ans après, et la Libye n'a pas encore de constitution. Elle a même une ébauche de constitution. Si on la lit, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qui a été écrit et les textes qui régissent maintenant l'Afghanistan, ou un émirat de Daesh. Ça veut dire que c'est vraiment totalement obsolète par rapport aux nouvelles réalités du pays. Un. Deux, il y a un tout petit problème technique dont on ne parle pas beaucoup. C'est que pour qu'il y ait constitution, dans le texte qui a fondé un peu le jeu politique en Libye depuis 2012, pour qu'il y ait constitution, il faudrait qu'il y ait un référendum sur la constitution. Or, si on écrit un projet de constitution et qu'on ne passe au référendum, et s'il n'est pas accepté, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va devoir attendre encore 1 année et demie. Ça, c'est écrit dans les textes. Ça veut dire que celui qui demande aujourd'hui de passer par la case constitution, en fait, ce qu'il veut, c'est rester encore un peu au pouvoir. Et on l'a remarqué avec Abdelhamid Dbeïba. Remarquez comment il est en train de gérer son affaire au niveau du gouvernement. Ben, c'est très simple, c'est quelqu'un qui est en train de distribuer des chèques. Il ne fait rien à part ça. Et donc pour lui, c'est très simple. Pour pouvoir rester au pouvoir, il va devoir distribuer le maximum de rente et essayer de trouver des articulations juridiques pour pouvoir rester encore au pouvoir pour des temps illimités. Et les Libyens, ils sont devenus pratiquement aujourd'hui les champions des phases transitoires au niveau politique. Oui. Et c'est pour ça que je me pose réellement une question. S'ils ne vont pas, les deux, maintenant, rester pendant très très longtemps à jouer ce rôle-là, et on aura les deux gouvernements encore en Libye pendant une très très longue période. Le temps que les gens
changent un peu leurs avis par rapport à leurs choix politiques. Or, à mon avis, c'est une erreur stratégique. Pourquoi? Parce qu'en Libye, le choix politique ne se fait pas de manière individuelle. Il se fait de manière collective au niveau de la tribu, au niveau du clan. Et donc, c'est des choses qui ne vont pas bouger parce que ni la tribu ni le clan ne vont disparaître en Libye d'ici quelques générations. Oui. Mais si vous permettez, madame, je voudrais revenir à ce que Si Bachir a mentionné tout à l'heure et qui est, à mon avis, au cœur du problème. La construction. C'est qu'il y a des forces occidentales, des puissances qui ne voudraient pas aussi résoudre le problème en Libye. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin, de partis qui soient pacifiés afin de commencer la reconstruction de la Libye, et deux, tant que le pétrole et le gaz sont acheminés vers l'Europe de manière, sans aucun contrôle de la part du gouvernement, pourquoi voulez-vous qu'ils changent la donne? Ils sont très bien, ils sont vraiment dans leur zone de confort. Et donc, moi je pense sincèrement que dans cette situation de recomposition politique en Libye, et surtout de la reconstruction des légitimités, seuls les pays de la région, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, ont un intérêt à ce que la Libye connaisse une phase de stabilisation et de pacification. Mais les autres pays, madame, surtout ceux de l'Europe, ne voudraient alors là pas du tout que la chose soit résolue de la manière la plus populaire et surtout qui sied aux intérêts des Libyens. Oui, alors dans ces cas, Monsieur Rafat Habib, et puisque vous parliez de la communauté internationale ou de certaines parties qui ne voudraient pas justement voir la Libye reprendre donc son état normal et légal, aujourd'hui, quelle est la position de l'ONU? Et on l'a vu, je ne sais pas si elle est timide ou si elle est ambiguë ou si c'est volontaire, c'est entretenu de manière sciemment faite, je veux dire, puisque Madame Williams, celle qui est chargée du dossier libyen par les Nations Unies, avait rencontré Dbeibah au moment même où on était en train de prononcer la nomination de Bechara. Est-ce que c'est une façon de dire que je ne reconnais pas ce gouvernement, mais que je reconnais l'autre, au lieu d'aller vers un chapeautage de toute la question libyenne? C'est à Si Bachir de répondre? Non, c'est à vous, monsieur Rafat Habib. D'accord. Non, pour moi, les Nations Unies sont complices dans cette affaire. Et j'aimerais ici préciser quelque chose. Madame Stéphanie Williams n'est pas l'envoyée de l'ONU. Oui, Madame Stéphanie Williams est juste la conseillère du secrétaire général de l'ONU. Jusqu'à aujourd'hui, l'UNSMIL, ça veut dire la commission de l'ONU en Libye de soutien politique, n'a pas encore de chef. Et nous savons que Madame Stéphanie Williams n'a pas du tout l'aval de beaucoup de pays qui pèsent aujourd'hui, la Chine, la Russie et même certains pays arabes. Et donc ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, Madame Stéphanie Williams, c'est travailler pour le compte des Américains, il faut le dire. Il faut le crier tout haut. Et cette manière, justement, de gérer pour le compte des États-Unis, ça, c'est en train de nous donner maintenant ses fruits parce que Madame Stéphanie Williams est en charge du dossier depuis à peu près maintenant 2 ans et demi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a perpétré le chaos. Et personne n'a pris la peine jusqu'à aujourd'hui de lui demander des comptes. Pourquoi? Parce que le chaos, madame, en Libye, c'est une stratégie qui est entretenue par certains pays. Ils ne voudraient pas que la Libye soit stabilisée. Ils ne voudraient pas que la Libye ait un gouvernement unifié. Ils ne veulent pas que la Libye ait une direction politique puissante, susceptible de venir dans les pays occidentaux et de demander à ce que les contrats de transfert de l'énergie soient renégociés. Ils ont leur intérêt maintenant en Libye. Le chaos qui est en train de remettre tout en question dans notre région, il ne les dérange pas. Aucunement. Est-ce qu'on ne va pas vers une sorte de division de la Libye en Cyrénaïque, tripolitaine, un petit peu le modèle irakien ou peut-être pire, hein? On est en train de le vivre, madame. On est en train de le vivre. Maintenant, la Cyrénaïque est très présente via le Marshal Haftar dans le Fazad.
donc dans le sud de la Libye, Oui. et une partie de la Tripolitaine est entre les mains de factions islamistes, une partie est carrément inféodée à la stratégie turque, et à nos frontières, il y a une zone grise dans laquelle il y a beaucoup de terroristes qui fuient nos pays et qui sont implantés là-bas, dans la région d'Ahmed al-Hamra, qui est toute proche du triangle frontalier entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie. Et on ne trouve aucun interlocuteur avec lequel nous pouvons coopérer, au moins au niveau sécuritaire, pour pouvoir nous prémunir des attaques. Sachez pertinemment, madame, que les trois pays, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, ont été les trois pays qui ont subi des attaques parties du territoire libyen. Oui, absolument. L'attaque de Farafra en 2017 en Égypte, l'attaque de Il Amenas et l'attaque de Ben Kerden. Pourquoi? Parce qu'il y a un chaos dans ces pays-là. Alors que d'autres pays comme l'Europe, etc., ils n'ont rien subi. Donc pour eux, ce n'est pas un problème. Pour eux, ce n'est pas une épine. Mais pour nous, c'est une véritable menace sécuritaire stratégique. Oui. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Sibachir. Aujourd'hui, dans cette situation très complexe, avec des ramifications aussi multiples que diverses, quelles sont les attentes, si vous voulez, des Libyens? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une situation pareille? Est-ce qu'on a réellement le droit d'espérer un retour à la normale, M. Sibachir? Bon, pour espérer que les choses reviennent à la normale, il faut qu'il y ait une dynamique de résolution de ce conflit, mais qui soit acceptée par toutes les parties prenantes de ce conflit, c'est-à-dire non seulement les seigneurs de la guerre ou les belligérants qui sont loin de la Libye, les Émirats, la Turquie ou le voisinage de la Libye. Il faudrait qu'il y ait une réunion internationale qui fasse qu'il y ait une base de solution internationale acceptée par tous. Cette solution doit passer par une dynamique électorale qui fasse que la Libye soit pacifiée avec des institutions, avec une constitution. Il faut que tout le monde s'accorde sur cette stratégie de résolution. Mais comme on n'a pas ces relents en main, qu'est-ce qu'on peut espérer à la Libye? C'est juste se retrouver un peu de cette dynamique qui a bien démarré après la réunion de Berlin au début de 2020, mais qui n'a pas fait aboutir la solution. Oui. De deux, je crois que la solution se trouve beaucoup plus chez les voisins de la Libye que chez les belligérants qui veulent juste avoir et les projets de reconstruction et le pétrole et le gaz libyen. Ils ne veulent pas d'une Libye unifiée, d'une Libye pacifiée. D'autant plus que j'ai entendu de la part de votre invité, et toutes ces ramifications sont délibérées, voulues par ces partis-là. Pourquoi? Parce que si la Libye est pacifiée, c'est au-delà, il y a une Méditerranée, il y a un Maghreb qui pourrait se construire et qui pourrait constituer un bloc qui équilibrerait les relations entre les deux rives sud et nord de la Méditerranée, et cela est refusé par notamment la France. N'oublions pas que le Kadhafi est parti alors qu'il a fait de la Libye un pays sans institution, sans constitution. Qu'est-ce qu'on a fait après 2012? On a réédité tout ce... Oui. Ah, je crois qu'on a perdu le son avec Monsieur Sibachir. Donc, dès que ça sera rétabli, on reviendra vers vous, Monsieur Mohamed Sibachir. Je vais directement vers vous, Monsieur Rafaa Tabib. Alors, ma question, Monsieur Rafaa, si on était si près du but, quelque part en 2021, avant la date des élections électorales générales, c'est-à-dire présidentielles et législatives,
on était quand même si près du but, même si toutes les conditions n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, non seulement on s'éloigne carrément de ce but, c'est-à-dire il y avait quand même un moyen d'espérer, puisque les élections étaient chapeautées par les Nations Unies, qu'ils avaient un droit de regard, que les choses se déroulaient plus ou moins normalement. Je dis ça entre guillemets. Mais aujourd'hui, on s'est complètement éloigné et on va de plus en plus vers une solution d'extrême, il me semble, Monsieur Arafat Habib. Oui, du moins une solution qui met, comment dire, en marge le verdict des urnes. C'est ça le plus important pour eux. Voilà. Maintenant que l'un ou l'autre arrive au pouvoir, il n'y a aucun problème pour les puissances étrangères. Et là, madame, je vous rappelle ce qu'a dit le représentant, l'envoyé spécial américain à Tripoli, juste à la fin du mois de novembre. Il a dit, nous partageons, Dixit, nous partageons la peur de certains Libyens quant au retour des symboles de l'ancien régime au pouvoir. Mais de quoi je me mêle? Oui, c'est une ingérence. Oui, c'est une ingérence. Sur le choix des Libyens. Et pourtant, il l'a dit. Et donc ça a été une sorte de signal. Il faisait peut-être allusion à Saif al-Islam al-Qaddafi aussi. Oui, bien sûr, allusion à Saif al-Islam al-Qaddafi, mais pas que, parce que dans les personnalités politiques qui sont présentées aux élections présidentielles, il n'y a pas seulement que les présidentiables, il y a aussi les personnes qui voudraient avoir un maximum de voix pour s'imposer comme des premiers ministres potentiels ou virtuels. C'est ça le plus important pour dans ces élections-là. Et dans ces élections, les Américains, surtout les Américains et les Européens, se sont rendus compte que c'est le personnel politique justement de l'ex-Jamahiriya qui va revenir en force. Et ça, c'est pas pour des raisons politiques, c'est essentiellement pour des raisons tribales. Et donc, les gens se sont dit, voilà, bon, maintenant, c'est une aubaine. Les Américains nous ont donné un signal très fort. Eh ben, on va arrêter le processus électoral, et ils l'ont fait. Oui. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'ONU fasse quoi que ce soit en Libye. D'abord, on ne peut pas faire d'élection avec la présence de quelques milliers de mercenaires. Madame, à un certain moment, il y a eu une condition sine qua non pour la tenue des élections en Libye, à savoir le départ des mercenaires. Vous savez ce qu'a dit Madame Stéphanie Williams? Elle a dit non, c'est pas un problème, on peut quand même tenir des élections avec la présence de ces mercenaires. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que on change les règles du jeu en plein jeu. Oui. Et en plus, on avait... Oui, allez-y. J'allais juste... Et deuxièmement, ce qui me choque le plus dans cette affaire, c'est que maintenant, non seulement on refuse qu'il y ait des élections législatives et présidentielles, mais on fait appel à des corps soi-disant institutionnels en Libye, à savoir le Conseil supérieur de l'État, qui est en fait le premier corps élu en Libye en 2012. Ça fait 10 ans qu'il a été élu. Et après, il y a eu des élections de 2014 qui devaient lui succéder. Et ces gens-là ont été préservés jusqu'à aujourd'hui comme des représentants du peuple. C'est une manière de dire aux Libyens, eh bien, voilà, on se moque totalement de vos choix, on se moque totalement de votre droit à choisir des représentants, et voilà, on vous impose des gens qui vont prendre la décision à votre place. Oui. Et le comble, c'est que Madame Stéphanie Williams, lorsqu'elle n'a pas trouvé de solution avec ces deux corps anciennement élus, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé son propre corps, ce qu'on appelle la commission des 75. Et qu'elle a trié comme ça sur le volet, sans nous expliquer quelles sont les modalités, ni les règlements qui lui ont permis de choisir ses personnalités. Pour vous dire, madame, l'ONU n'est pas partenaire. L'ONU est complice de ce qui se passe
Oui, elle est partie prenante, carrément. Oui, elle est devenue partie prenante lorsqu'il s'agit, par exemple, de la question libyenne. Effectivement, depuis que l'annonce de la nomination de Bachar a été faite, effectivement, on a vu très peu de réactions de la part de l'ONU, qui était en principe censée quand même chapeauter le processus de paix. Il y avait un moment donné, on parlait à un moment donné de couloirs d'évacuation, justement, des groupes armés pour leur permettre de quitter la Libye. Je ne sais plus depuis où on est donc la question, si ça a été fait, mais il semblerait plutôt que cela n'a pas été fait. Alors, pour cela, le volet de l'ONU et de comment l'ONU a géré la question libyenne, on a vu que ça a été très, très timide, ce qui nous permet un petit peu de passer tout de suite à ce volet qui est donc l'avenir de la Libye. Alors, Monsieur Si Bachir, je me tourne vers vous. Je crois que vous avez pu donc... Oui, alors voilà, je crois que Monsieur Si Bachir nous a à nouveau donc quitté. Monsieur donc Rafat Habib, quelle est aujourd'hui, à l'ombre de toute cette actualité, de toute cette effervescence sur le plan donc social, politique en Libye, où va la Libye? Elle est à la croisée des chemins. Où va la Libye? Qui va prendre en main le sort de la Libye? D'abord, disons les Libyes, parce que la Libye, c'est aussi une société. Et cette société, elle est devenue exsangue. Vous savez, quand on dit la Libye, on oublie qu'il y a une société libyenne qui vivait quand même dans une certaine aisance avant 2011, et que maintenant les Libyens n'ont pas d'électricité, que les Libyens n'ont pas de liquidité dans les banques, que dans certaines régions de Libye, les gens n'ont même plus d'école, n'ont même plus d'instituteurs. La Libye vit vraiment une phase très très difficile de son histoire. Et ça, on l'oublie en général. Et en même temps, il y a en Libye quelque chose dont on ignore réellement l'impact. C'est la répression milicienne. Regardez les gens, comment on se comporte avec eux devant les banques en Libye. Et regardez cette manière avec laquelle les milices traitent la population libyenne et le citoyen libyen. Et ça, on l'oublie en général. Alors, où est-ce qu'elle va, la Libye? Ben, c'est très simple. Aujourd'hui, les infrastructures sont totalement obsolètes en Libye. Lorsqu'on parle, par exemple, de la distribution de l'eau, eh bien, ce grand dispositif qu'on appelle la grande rivière artificielle, eh bien, elle marche pratiquement un jour par semaine. 2, l'électricité pose un vrai problème. 3, la vente du pétrole n'est pratiquement pas contrôlée. On ne sait même pas quelles sont les rentrées. Et 4, il y a une constitution de proto-États en Libye qui sont défendus par des milices. Je parle essentiellement des régions de Zawiya, je parle essentiellement de la région de Homs, je parle essentiellement de la région de Msellet, etc. Dans toutes ces régions, il y a des milices qui sont devenues tellement puissantes grâce au trafic, à la prédation de ressources, à la migration clandestine transméditerranéenne, etc., qu'elles ont pris pratiquement toutes les prérogatives de l'État. Lorsqu'on parle, par exemple, de la région de Zawiya, il y a un chef milicien qui tient pratiquement tous les pouvoirs. Et donc, on parle d'une situation explosive dans un pays où la population ne tient pratiquement plus le coup. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué en Algérie, mais en Tunisie, on a maintenant une migration de la misère qui nous vient de Libye. Oui. C'est quelque chose qui était impensable il y a quelques années. Et bien maintenant, on a des Libyens qui viennent chez nous parce que c'est des gens malades, parce que c'est des gens qui n'en peuvent plus, etc. Et qui travaillent maintenant sur les chantiers ou dans les professions les moins valorisantes. Donc, si cette situation va perdurer, si les pays, je parle essentiellement de l'Algérie, de l'Égypte, de la Tunisie, ne prennent pas l'initiative, 1, d'abord de désarmer les milices, 2, de veiller à ce qu'il y ait un corps de sécurité légitime en Libye, accepté de tous et qui a des lois qui encadrent son action. Et tant qu'il n'y a pas la tenue des élections en Libye, il ne peut pas y avoir de pacification. Ce sera toujours le cercle inlassablement
de retour vers la case Récurrent. départ, ça veut Oui, dire la récurrent. case de la guerre civile. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Rafat Habib, pour tout cet éclairage. D'ailleurs, je pense que dans toute cette histoire, c'est un petit peu le peuple libyen qui est pris en otage par les velléités de toute une communauté internationale, beaucoup plus appâtée par le gain et le profit que par l'intérêt de certains pays. D'ailleurs, la question libyenne, Monsieur Rafat Habib, a été complètement mise de côté, je dirais, après ce qui s'est passé en Ukraine. Donc, elle a été un petit peu occulté. Messieurs. Oui, bien sûr, parce que nos vies ne valent absolument rien. Vous avez très bien suivi ce qui se passe au niveau de la campagne électorale en France et cet affichage blessant du racisme qui est maintenant érigé pratiquement en pensée unique. Oui, merci. Merci beaucoup, Monsieur Rafat Habib, d'avoir participé à notre émission, de nous avoir donné tout cet éclairage. Merci. Je rappelle que vous êtes... Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à tout le peuple tunisien également. Donc, je vous remercie, Monsieur Rafat Habib. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et que vous êtes expert dans les questions internationales et notamment la question libyenne. Merci également à Monsieur Mohamed Sibachir qui était avec nous en visioconférence. Il est professeur à l'université, il est algérien. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez rendez-vous tout de suite avec les plumes du Sila qui vous est présenté par Imen Malad. Merci.